dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Comme tout le monde, j'ai des to-do. Et sur la to-do de Décodeur, depuis le tout début, sur la liste des invités que je voulais absolument rencontrer, il y avait Ondine Saglio. 2 ans plus tard, je l'ai enfin contactée et je suis ravie qu'elle nous parle de la CSAO, cette très jolie marque de déco éthique où tout est fait à la main, au Sénégal, entre autres, pays de cœur d'Ondine, mais je vais la laisser nous raconter tout ça. Bonjour Ondine. Bonjour. On va de nombreuses fois dire CSAO. Avant tout, ça veut dire quoi CSAO ? Ça veut dire Compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Je sais, c'est un peu compliqué. Non, mais au moins que ça c'est dit pour commencer. On est obligé de commencer par le début. Comment est née l'aventure CSAO ? Alors, je pense qu'elle est née il y a très longtemps dans notre inconscient. C'est-à-dire que ma mère est arrivée au Sénégal à 16 ans, enceinte de ma grande sœur, avec mon père, qui faisait des études d'ethnologie. Et elle a eu un coup de foudre total pour le Sénégal. Et dès l'âge de 20 ans, elle a commencé à monter des ateliers sur place et à vouloir travailler avec les artisans qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Et surtout, c'était des produits qu'on ne trouvait absolument pas en France. Donc après, la vie a fait qu'elle est rentrée en France, que ça s'est arrêté. Et il y a plus de 20 ans, l'aventure a recommencé. Elle s'est dit, c'est pas possible, ce pays. Les gens lui demandaient beaucoup, est-ce que vous avez du travail pour nous, aidez-nous. Et elle s'est dit, je vais aider par le travail, en leur offrant du travail, parce que c'est... Et donc elle a à la fois monté la CSAO et parallèlement l'ASAO, qui est l'association pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est tout le côté associatif, avec les enfants, etc. Et donc vous êtes rentrée comment dans l'aventure ? Alors moi, je suis rentrée il y a 20 ans assez vite comme directrice artistique. C'est-à-dire que je créais des produits. Donc j'étais sur place, etc. Ça a duré, j'ai fait ça pendant 7 ans. Après, j'ai fait une pause, enfant, je suis partie vivre à New York, etc. Et je suis revenue il y a 6 ou 7 ans, intensément. Mais vous avez grandi là-bas ? Moi, je suis née là-bas. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc pour moi aussi, c'est exactement comme ma mère. Il y avait une envie très très forte de travailler là-bas, de faire quelque chose pour les artisans, pour les gens. Et puis un amour très profond. Il y avait une envie, vous n'êtes pas senti obligé de reprendre une affaire familiale, entre guillemets ? Ah non, pas du tout. Ça, je déteste ça. Non, je me suis pas du tout. Il y avait vraiment un désir, une envie. C'est un pays que j'adore et j'avais envie de rendre un peu ce qui m'a donné enfant, je sais pas. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement ? Quel est votre rapport au Sénégal ? Alors j'ai un rapport, moi je considère que c'est mon pays. Je me sens, c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Je me sens, ce que ça m'apporte de la joie, du bonheur. C'est assez compliqué à décrire parce que souvent les gens comprennent pas trop. Mais ça m'apporte de la poésie, je sais pas, plein de choses. Enfin, vous vivez là-bas ou vous faites des allers-retours ? Moi, je vis à Paris. À mi-temps, je sais pas comment on dit. Non, pas à mi-temps. Je vis vraiment à Paris et j'y suis et j'y vais 3 fois par an minimum, 3 à 4 fois par an. Et j'y passe environ 3 mois et demi de l'année, hors Covid. En tout ? Ah oui, hors Covid. Mais le Covid, j'ai pu y aller que 2 fois, c'est déjà super. Mais oui, j'y suis beaucoup d'allers-retours. Vous, quel est donc votre rôle ? Vous êtes DA, en fait, vous avez un peu donné des nouvelles impulsions, on peut dire ça ? C'est ça. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois DA, mais je m'occupe aussi de tout ce qui est de tout le wholesale, la vente en gros. Donc de tous les clients. Je m'occupe aussi de toutes les collaborations. De tous les produits, donc de toutes les commandes, de tous les ateliers. J'ai plusieurs jobs. Vous avez beaucoup développé les broderies ? Beaucoup. Ouais. Moi, j'ai créé les broderies.
Et donc, c'est-à-dire, vous pouvez nous décrire, alors on va dire un auditeur qui voit pas, comment vous décririez justement, par exemple, ces fameux coussins et qu'est-ce que vous avez, justement, quelle impulsion vous avez donnée par rapport à ça? Alors, les coussins, nous, ça faisait 20 ans qu'on faisait des coussins en wax, tissu africain, tissés, faits par des artisans mais tissés. Et un jour, moi, je trouvais que ça devenait un peu monotone. Et j'ai eu envie de remettre au goût du jour une tradition ancienne qui existait au Sénégal quand j'étais petite, dans les années 70. Il y avait de la broderie. Alors, c'était pas du tout des mots, c'était des espèces de petites fleurs. Et c'était aussi un cadeau de mariage qu'on faisait, que les mariés recevaient. Donc, chez moi, il y avait un coussin, je me souviens, quand j'étais petite, avec marqué « Mon chéri, ma chérie ». Mais sur des tissus unis, pas du tout en doré. Enfin, tout ça, c'était... Voilà, et il y avait ce souvenir, je me souviens que j'adorais ces coussins. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai eu envie de créer un nouveau produit. Et j'ai essayé, j'ai pris donc du tissu, ça a commencé, j'ai pris du tissu africain et j'ai fait une broderie amour, qui est pour moi le mot le plus universel et le plus beau. Les 2 premiers, ça a été amour et liberté, les 2 premiers mots. Et le résultat était vraiment génial. C'était très étonnant, on n'avait jamais vu ça. À l'époque, il y a 7 ans, il n'y avait pas un coussin qu'on pouvait trouver avec une impression de broderie avec écrit amour ou liberté. Après, la copie, ça a été un désastre, mais c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais voilà, le résultat était super et immédiatement, ils se sont arrachés à la boutique. Donc, vous avez dû trouver des brodeuses. Alors, au début, on travaillait avec 2 brodeuses et on est passé de 2 à 150 en 1 an et demi. C'est votre produit phare. Ouais, ça c'est notre produit phare parce que c'est quand même donc ça a été d'abord les coussins. Après j'ai créé un sac pour moi, mais tout le monde a voulu ce sac, donc du coup on a commencé à le faire aussi. Après on a créé des pochettes, c'est vraiment le produit phare et le produit qui fait que voilà les boutiques on le trouve un peu dans le monde entier. Il y en a au Japon, en Corée, partout en Europe. Comment vous trouvez justement les motifs, les fonds là, il y a du Liberty, il y a du wax. C'est difficile à trouver. Vous achetez ça en gros, mais en Afrique? Alors c'est très difficile à trouver. Ça c'est en fait l'étape numéro 1 qui est la recherche du tissu. C'est une étape qui prend énormément de temps. C'est-à-dire que quand je vais au Sénégal, déjà je parcours pendant 3 jours tous les marchés parce qu'il y a beaucoup de tissus qui ne sont pas à mon goût. De trouver un tissu qui va plaire. Donc, on parcourt les marchés. Donc, j'en achète sur place. Il y a énormément de tissus qui viennent d'Angleterre, le Liberty. Après, il y a du tissu que je chine dans des marchés aux puces ou sur Internet, donc ce qui est souvent assez cher. C'est assez cher. Et puis, il y a aussi du tissu africain qui vient de Hollande et qui est de très, très haute qualité. C'est souvent des tissus qui sont assez précieux. C'est-à-dire c'est-à-dire assez cher. Ah oui, d'accord. Ouais, vraiment des tissus. On travaille sur des tissus qui déjà, c'est un vrai coût, le tissu. Après, il y a le fil à broder, qui est aussi du fil à broder DMC Made in France de très, très belle qualité. Évidemment, ça n'a pas du tout le même rendu qu'un fil chinois où c'est un rendu unique. Et après, il faut le broder. Et après, il faut le broder. Et le broder, c'est minimum 1 journée de travail. Il y a des produits où c'est jusqu'à 2 journées de travail. Donc, c'est une broderie main. Tout est main. Alors, justement, tout est main. Donc, vous avez dû les former, j'imagine. Les brodeuses, elles viennent d'où? Alors, les brodeuses, elles viennent de partout. Il y a eu 2 ateliers. Il y a eu un atelier avec des femmes qui venaient un peu de partout à Dakar et de Gorée. Et après, il y a eu un autre atelier qui était dans une maison qui s'appelle la Maison Rose et qui était un lieu d'accueil pour des femmes des rues. Des femmes des rues, des femmes enceintes, souvent qui arrivaient enceintes et qui ont été violées, maltraitées, et tout ça. Donc cet atelier-là, il avait beaucoup, évidemment, j'étais très attachée, et il avait beaucoup de sens pour moi. Mais un jour, au bout il y a 2-3 ans, comme c'était un atelier qui était quand même avec des histoires très dures, après il y avait un côté très très positif et vraiment réparateur. Elles me le disaient beaucoup, les filles. Déjà, elles gagnaient très bien leur vie, ça leur permettait de subvenir à leurs besoins. Et puis surtout, de s'occuper de leur bébé, mais surtout de broder amour, liberté, je t'aime, sur des jolis tissus. Elle me disait, nous, tes mots nous réparent.
ce travail et tes mots nous réparent. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était quand même un peu lourd et on a donc retiré cet atelier de cet endroit et on en a monté un pas loin où il y avait donc ces femmes et d'autres femmes qui ont des histoires de vie absolument pas traumatisantes, qui sont des femmes au foyer ou des étudiantes, il y a vraiment de tout dans les ateliers, pour qu'il y ait un mélange et que tout d'un coup elles sortent de leur lieu, d'un lieu d'accueil, de réparation, et qu'elles puissent encore plus se reconstruire. Pour moi, c'était très important. Donc maintenant, le deuxième atelier, il est en dehors de cet endroit, et il s'appelle l'Atelier des rêves. Et c'est ça aussi l'association Asao dont vous parliez. En fait, il y a un vrai enjeu social, vous, dans votre approche. Complètement. Il y a un vrai enjeu social. C'est pas du tout ce qui est commerce et comment on appelle ça, je saurais pas. L'enjeu premier de la CSAO, c'est un enjeu social. C'est pas un enjeu pécuniaire ou. Et justement, comment vous vivez ça? Parce que d'un côté, vous devez faire tourner une boîte, rémunérer des artisans, et en même temps. Eh ben, c'est très difficile. Ouais, il faut jongler. C'est très difficile de trouver un équilibre. C'est très difficile parce qu'après, vous pouvez avoir des copies cheap imprimées en une seconde en Chine ou en Inde. Qui vont essayer de copier des produits qui coûtent 20 fois plus cher à faire et où l'artisan est payé 10 fois plus. Donc, c'est rageant, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui comprennent, heureusement, ce que ces coussins et ces produits ont vraiment d'unique et ce qu'il y a derrière. Parce que très souvent, les gens nous disent « j'ai reçu mon coussin ». Et j'avais sur Internet ou sur photo, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant d'âme. Oui, il y a une émotion quand on tient un coussin. Il y a une émotion et une âme, parce qu'il y a ces femmes derrière. Je veux dire, dans des coussins faits par Zara ou imprimés, il n'y a pas d'émotion. En fait, là, il y a l'émotion du temps, de l'amour qui est mis, et ça se sent, franchement, ça se sent. Et chaque produit est unique, chaque évidemment. Produit est unique. Même quand il y a des séries, elles sont toutes uniques, puisqu'elles sont toutes faites à la main, elles ont des différences. Voilà, donc du coup, maintenant qu'elles sont toutes ensemble, c'est beaucoup plus gai. En fait, cet atelier est beaucoup plus gai parce qu'elles sont vraiment, ça les a sorties des traumas, quoi. Donc vous avez des équipes sur place et il y en a qui travaillent de leur pays ou pas du tout, ou pour d'autres produits? Alors non, vraiment. À la CSAO, il y a différents ateliers et chacun travaille sur un produit, parce que sinon, par exemple, les brodeuses, elles font que de la broderie. Les peintres qui font les assiettes ou les fixés, ils font que les assiettes. Les artisans qui font le bois, ils font que le bois. Donc il y a vraiment, c'est complètement, parce que sinon, on leur demande pas de savoir faire plein de choses différentes. Ils ont chacun leur. Donc vous travaillez avec plein d'ateliers? On travaille avec plein d'ateliers, dont 2 qu'on a montés. Les ateliers de broderie, ce sont vraiment nos ateliers. Elles travaillent pas pour d'autres gens. Et les autres, quand ils sont dans d'autres pays, comment vous faites pour superviser tout ça, par exemple? Les fauteuils perlés? Oui, exactement. Alors, les fauteuils perlés et tout ce qui est perlé, là, c'est au Nigeria, dans une région très dangereuse. Et là, on a quelqu'un qui travaille, à qui on commande et qui va sur place. Ça, c'est pas un endroit où je peux aller. Je me ferais tuer en 5 minutes. C'est des zones de guérilla. C'est vraiment compliqué. Donc là, on a des gens qui travaillent pour nous. Vous avez aussi des fauteuils perlés, des malles, des sacs brodés, on en a parlé, des nattes en plastique et des assiettes peintes à la main. Donc ça, ce sont des hommes plutôt? Ça, alors, très souvent, la peinture au Sénégal, ce sont les hommes. Alors ça, c'est quelque chose qui étonne, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, les tailleurs, celui qui coud les sacs et qui coud les coussins, ce sont aussi, la plupart, à 90% au Sénégal, ce sont des hommes. Et pourquoi? Parce que c'est interdit aux femmes ou non, pas forcément? Non, pas du tout. Le Sénégal est pas comme ça, heureusement. Fort heureusement, sinon ce serait très compliqué pour moi de travailler là-bas. Il y a encore, c'est pas comme ça. Ça s'est monté comme ça. Après, une femme qui veut être couturière, on va pas l'empêcher, je pense. Mais ça s'est monté ainsi. Il n'y a pas d'homme brodeur. J'ai jamais vu un homme qui fait de la broderie. Par contre, il y a plein d'hommes qui sont tisserands, qui tissent. Et il y a aussi des femmes, mais beaucoup, beaucoup d'hommes. Pourquoi? Parce que c'est un métier très physique. Très physique. Très physique. Mais la broderie, ce qu'il y a de génial, et que disent beaucoup aussi les filles dans les ateliers, c'est que ça les calme énormément. C'est comme du yoga. Il y a un côté très calme, très contemplatif, très doux.
Alors, ils sont vos salariés ou ils sont indépendants? Et alors, ils sont pas salariés parce que c'était très injuste. Elles sont payées au coussin, au produit. Et ce qui est beaucoup, beaucoup mieux, étant donné qu'il y a par exemple des étudiantes qui viennent 2 jours par semaine, et qui payent leurs études avec les produits, des femmes qui le matin s'occupent des enfants, viennent que l'après-midi, d'autres qui sont là du matin au soir. Donc pour que ce soit équitable et que nous, on puisse comprendre comment payer qui, on s'est dit, le plus simple, c'est... Puis il y a celles qui travaillent énormément, celles qui travaillent moins. Au Sénégal et comme partout ailleurs, il y a ceux qui travaillent plus. C'est normal de leur donner plus. Donc on s'est dit, le plus simple, c'est vraiment à la pièce. Ouais. Et on précise que ce sont de bonnes conditions de travail, plutôt dans la bienveillance et de les soutenir, de les aider, plutôt que... Complètement. Elles gagnent souvent beaucoup plus que leur mari. Souvent, ce sont des soutiens de famille. Pendant le Covid, où elles n'ont pas arrêté de travailler un seul jour, c'était parfois les seules de la famille qui travaillaient. Donc, oui, c'est vraiment... voilà, c'est une super ambiance. De toute façon, il suffit de regarder les photos. Parfois, les gens me disent « Ah, j'espère qu'elles sont bien payées, parce que vous les exploitez pas. » J'ai envie de leur dire « Écoutez, regardez les photos sur Instagram. Regardez comment elles sont habillées. Regardez comment elles sont... » Je pense que la photo dit tout, en fait. À quel point elles sont heureuses de leur travail, à quel point ce travail leur permet de vivre tranquillement. Nous, on a une étudiante qui est en 3e année de sciences économiques, qui a payé toutes ses études... Ça coûte cher les études là-bas grâce à ce travail. Enfin, c'est des questions, en plus, ça me fait un peu rire parce que j'ai envie de dire, mais écoutez, quand vous allez chez Zara, vous êtes toutes contentes d'acheter une robe à 59 € qui a coûté 3,50 € à faire et dans les tellement mauvaises conditions, vous posez pas la question souvent de est-ce que... Mais nous, c'est vrai, comme c'est fait en Afrique, les gens se disent, tiens, ça doit être pas cher. Ils comprennent pas que le tissu coûte très cher, le fil coûte très cher, la broderie coûte très cher. Faire venir en France, envoyer les tissus en Afrique, les faire revenir en France, enfin que c'est des frais avec des marges qui sont minuscules par rapport à tant de copies de nos produits et à tant de marques. Donc moi, j'ai même plus envie de justifier. Maintenant, je dis juste, regardez les photos. Voilà. Et vous parliez du confinement, du coup elles ont continué à travailler. Donc là, vous êtes prête au taquet pour la réouverture. Oui, je suis prête. Alors pendant le confinement, ce qu'on a fait, parce qu'il y a eu des moments où, comme au Sénégal, comme en France, ça a été un petit peu dangereux, un petit peu fermé. Ce qu'on a fait, c'est qu'elles venaient chercher, elles travaillaient à la maison. Donc de chez elles. Donc elles venaient chercher 2 fois par semaine le travail, elles repartaient et elles venaient. Alors que normalement, elles sont quand même la plupart dans les ateliers. Mais ça a continué... c'est vrai que ça a été pour moi, pour nous, pour la CSAO, vraiment un moment délicat parce que évidemment que ça nous a coûté beaucoup plus que ça nous a rapporté. C'est logique, c'est-à-dire qu'on a été fermés presque 4 mois et on a fait travailler non-stop les gens pendant ce moment-là. Donc c'est un pari sur l'avenir et on espère que tout va bien se passer, que ça va s'arrêter. Comment vous voyez l'avenir, même au-delà du confinement, là, dans un moyen ou long terme? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans avec la CSAO? Mais j'espère tellement que ça va continuer dans 10 ans, que même si c'est vrai que nous, notre but n'est pas du tout et n'a jamais été de gagner beaucoup d'argent, d'ouvrir plein de boutiques, sinon on ne ferait pas de commerce équitable. Mes coussins, je les ferais fabriquer en Chine. Je ferais comme tant de gens des broderies machines où je gagnerais beaucoup plus d'argent. Donc c'est pas le but, mais le but c'est vraiment de pérenniser une belle aventure. Alors j'espère que dans 10 ans on sera là, que je travaillerai toujours avec les mêmes personnes parce que beaucoup d'artisans, que ce soit les peintres, les gens qui font du bois, les tapis, tout ça, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec eux. Et parfois, on travaille avec le fils, de père en fils, de mère en fille. J'espère que pour la broderie, ce sera pareil. Vous sauriez estimer combien de personnes travaillent pour vous? Alors, avec vous? Au moins 200. Mais 200, quand il y a 200 personnes, alors ça dépend. Parfois, il y a des ateliers parfois qui ne livrent pas ou on ne fait pas de commandes. Mais on a travaillé aussi avec des prisonniers dans les prisons de Dakar, avec un produit que j'adorais, des vases et des jarres tissés, là, comme ça. Et ça, ils sont une 30aine dans l'atelier, mais ça dépend des moments.
En tout, il y a au moins 200 personnes, mais ça dépend, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de collabs, vous avez fait des très belles collabs, j'en cite quelques-unes au début avec Hermès, Christian Lacroix, Bonpoint, Cézanne, Le Bon Marché, Conrad Shop, etc. Il y a quand même un monde, en fait, entre ces grandes marques et le travail de broderie qui doit se passer là-bas. Vous vous attendiez, comment ils sont venus vous chercher ou comment ça s'est passé? Alors, nous avons la grande chance que ce soit eux qui viennent nous chercher. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu à démarcher quelque chose que je n'aime pas du tout, qui n'est pas du tout dans mon ADN. Je suis beaucoup plus artistique que commerciale dans ma tête. Du coup, c'est eux qui sont venus et c'est vrai qu'on a eu une chance incroyable d'avoir, pour moi, les plus belles marques. Ils ont voulu avoir un engagement, ils ont voulu participer à l'aventure, que ce soit tous. Bonpoint a fait travailler des mois justement pendant le Covid, des mois entiers, les femmes. Cézanne, non seulement a fait travailler les femmes, mais en plus a reversé toute une partie des bénéfices à nos associations pour les enfants et pour les femmes. Donc il y a eu Christian Leboutin aussi, qui est un grand partenaire de toujours. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance, ils sont venus parce qu'ils aiment le produit. Ce sont des délais plus longs, des confections différentes ou des collections différentes? Oui, ce sont souvent des collections différentes qu'on élabore ensemble. Donc ça, je fais la direction artistique. Parfois, ils ont aussi leurs idées. Vous, qu'est-ce que vous avez en tête justement pour garder ce style à la fois très ethnique, un peu artisanal, comme vous disiez, on voit la main sur les produits, et en même temps c'est très contemporain, c'est très dans l'air du temps. Comment vous travaillez? Mais alors ça, c'était le but justement, c'était d'essayer de faire quelque chose à la fois quelque chose de classique dont on va pas se lasser, parce que c'est vrai que les choses à la mode, c'est pas du tout. D'abord, moi, je suis pas du tout à la mode. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. J'aime que les choses durent, qu'on se dise, tiens, j'ai des gens qui me disent, ça fait 7 ans que j'ai mon coussin et que je l'adore. J'ai envie donc je travaille à l'instant. Je sais pas, en me disant, par rapport à moi, je fais des choses que j'aime moi, et en me disant, j'espère que ça plaira aux autres. Et j'ai la chance que ça plaise aux autres, et c'est une grande chance. Il y a un monde aussi entre votre quotidien peut-être là-bas et là, ici, votre boutique. Comment vous vivez cet écart? Alors moi, je suis beaucoup mieux là-bas. Franchement, je suis beaucoup plus heureuse là-bas. Et si je pouvais être là-bas non-stop, je serais là-bas non-stop et je vivrais là-bas. Sauf que pour faire tourner des femmes et les faire travailler, je suis obligée d'être ici. Surtout pour les ateliers de broderie. Pour le reste, je pourrais très bien être là-bas. Mais pour les ateliers de broderie, il faut que je trouve des collaborations. Il y a besoin de beaucoup produire pour pouvoir les faire travailler. Pour l'instant, voilà, moi, ma grande peur, c'est vrai, c'est de dire un jour aux filles, je suis désolée, rentrez chez vous, j'ai plus de travail pour vous. Et c'est vraiment une angoisse qui m'a parfois empêché de dormir des semaines entières. Pour l'instant, j'ai envie de rester positive et on a eu beaucoup de chance et c'est pas arrivé. Et voilà, j'espère que je suis prête à me battre pour que ça continue. Après, c'est vrai que quand vous avez, comme certaines autres amies que j'ai qui font de la création, une horde de copies non-stop, d'abord c'est fragilisant. Mais j'espère que dans 10 ans, je serai toujours là, malgré la copie, et que les gens se diront ce qu'on veut, c'est un coussin CSAO et pas un coussin copié. Oui, c'est un ADN qui est quand même assez admirable, et votre mode de vie, il est particulier entre ces deux pays. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce type de vie? Comme vous dites, par rapport même à vos copines qui peuvent faire ou copines, je sais plus ce que vous avez dit, que d'autres personnes qui peuvent faire qui abattent plus de copies ou qui travaillent plus dans des grandes marques, etc. Vous? Moi, ça m'apporte que je me sens légitime. Je sais pas comment vous dire. Je me regarde le matin, quand je me regarde dans une glace, je me dis pas, tiens, je suis mignonne ou je sais pas trop quoi à maquillage. Je me dis, tiens, allez, vas-y, bouge-toi. Allez, prends la force, même si t'as encore vu une énième copie ou je ne sais quoi. Bouge-toi, il y a plein de femmes derrière, il y a plein de familles derrière. Ça me booste presque. Va travailler, quoi. Allez, hop, au boulot.
Quand parfois j'ai envie de rester dans mon lit en me disant waouh, c'est difficile, il y a le Covid, il y a plein de copies, ça va tuer mon produit. Je me dis non, c'est pas possible. Allez, au travail. Et justement, est-ce que vous avez déjà été poussé ou vous avez déjà pensé à accélérer cette cadence et à peut-être industrialiser un petit peu les choses? Hors de question. Jamais. Alors là, vraiment, justement, je veux pas. Bien sûr qu'on pourrait. L'idée de gagner plus en faisant plus, tout ça, c'est pas du tout dans notre ADN en fait. C'est pas. Nous, on fait tourner vraiment, encore une fois, très important les associations avec les enfants. On a Cœur Hadidja, un centre pour les enfants sur l'île de Gorée. Tout ça, on peut pas. Moi, je sais très bien que si j'augmente la cadence, je vais finir par un burn-out et que ça peut faire retomber. Ou que de toute façon, c'est pas le but. Nous, ça n'a jamais été le but. Le but, c'est pas gagner plus. Sinon, ça fait très longtemps qu'on aurait ouvert plein de boutiques à Paris, en France. On préfère garder notre rythme qui fait que ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Et c'est un rythme qui marche. Et donc, on va continuer à faire des belles collaborations. Si on ouvre des boutiques, tant mieux. Si on n'en ouvre pas, aucune importance. On est bien comme en ligne aussi, je fais une parenthèse. On vend en ligne et puis surtout, on vend dans le monde entier. On a énormément de revendeurs. Donc, c'est pour l'instant... après, si un jour, des gens veulent ouvrir des CSAO, tout ça, mais ça, du fait que ce soit un produit fait à la main, une broderie, une fausse broderie tamponnée sur un tampon, oui, on peut en produire des kilomètres et en vendre en gros, le vendre pas cher et industrialiser quasiment de choses. Quelque chose de fait à la main, je ne pourrais jamais en produire et puis saturer le produit. J'ai aucune envie, en fait. J'ai envie que ça continue à être un produit rare. Qu'est-ce que l'association, la ASAO, vous en parliez tout à l'heure, en fait, si je comprends bien, c'est une association qui chapeaute d'autres associations. Vous avez plusieurs projets dans cette association? Oui, on a plusieurs projets. On a eu pendant 20 ans, on a eu un endroit qui s'appelait à Dakar, l'Empire des enfants, qui était un centre d'accueil pour les enfants des rues. Alors là, il a été maintenant déplacé en banlieue parce qu'à Dakar, il y avait trop d'enfants. Et après, il y a... Cœur Hadidja, qui est un centre pour les enfants, pas d'accueil, parce qu'ils viennent que en journée. Donc, c'est soutien scolaire, activités, etc., sur l'île de Gorée. Donc, ce sont une partie des ventes qui sont reversées pour soutenir... Oui, et puis il y a des produits entiers qui sont dédiés, dont la vente est dédiée à ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous, ça ne se prête pas du tout. À partir du moment où on fait ça, ça ne se prête pas à ni... un développement massif, ni penser beaucoup à l'argent parce que c'est pas l'histoire du tout. Voilà, nous on passe énormément de temps et d'énergie sur nos associations. C'est un temps et une énergie en moins pour se développer. Mais je préfère 1000 fois en fait. Ça nous intéresse plus. Le côté humain que le côté... ça a toujours été l'histoire de la CSAO. C'est le côté humain, social, nous intéresse plus que le côté le gain. Ce qui, je pense, n'est pas très bon pour la planète quand même. Je ne veux pas faire de la politique, mais vraiment, c'est le problème. C'est un vrai problème. Donc, on ne se lancera pas là-dedans. Qu'est-ce qui est important en déco pour vous? Qu'est-ce que vous aimez ou que vous soignez particulièrement? Par exemple, chez vous? Qu'est-ce que j'aime? Alors, chez moi, il y a beaucoup de coussins, ça c'est sûr. Mon mari, il n'en peut plus. Il y en a partout. Qu'est-ce que ça apporte un coussin? Pourquoi vous en mettez partout? Mais pour moi, le coussin, c'est cosy. C'est vraiment... joli, cosy, ça fait tout pour moi. Pour moi, ça fait beaucoup dans une déco. Je veux dire, on peut avoir une petite pièce pas très jolie avec un petit canapé pas cher du tout, mais on met un très joli coussin. Je trouve que tout de suite, la pièce change. C'est pour ça que je trouve que c'est tellement joli et j'adore ça. J'en mets partout, moi, des coussins. Et vous les mélangez, les couleurs, je les mélange, motifs? J'adore les mélanges. Je trouve que c'est super joli, même un fleuri avec un africain. Je mets dans les mêmes couleurs. Je mélange, les change de pièces tout le temps. J'adore les changer de pièces. Parfois, je les range et puis j'en mets d'autres. Et puis après, je les remets, je les redécouvre. Oui, je trouve que dans la déco... d'ailleurs, il n'y a pas de miracle. Je pense que le coussin en déco, c'est un des... Nous, à la CSAO, mais je vois, j'ai d'autres
Je connais d'autres gens qui font des coussins. Maison Lévy, par exemple, qui fait des très beaux coussins aussi, avec des tableaux, des imprimés de tableaux comme ça. C'est une vente qui est très facile. Et puis, je sais pas, il y a un côté réconfortant. Le petit coussin, on va faire une petite sieste. C'est cosy, c'est cosy. chaleureux. Ouais. Ouais. Et chez vous, à Paris, ça ressemble à quoi? Ça ressemble, oui, et c'est une déco très, très ethnique ou pas forcément? Non, alors vraiment, c'est un mélange. C'est pas du tout. Il y a une partie, il y a des choses ethniques. J'ai un fauteuil perlé là que j'adore, qui trône dans mon salon et qui a changé complètement le salon, parce que c'est très fort aussi comme produit. Mais sinon, c'est vraiment un mélange de meubles vintage, beaucoup. Moi, j'achète beaucoup dans les vides-greniers, sur Internet, de meubles vintage, Vous aimez la couleur? La récup, je peux même trouver des meubles dans la rue et les mettre chez moi. Oui, j'aime la couleur. Alors vraiment, moi, le tout gris, tout blanc, c'est pas mon truc. Après, je trouve ça très joli, mais c'est pas mon truc. Et votre maison là-bas, vous avez une maison ou où est-ce que vous habitez quand vous êtes là-bas? Alors nous, notre maison, c'est aussi assez spécial. C'est que nous avons une maison qui est une maison d'hôtes solidaire. C'est-à-dire que toutes les ventes, toutes les locations servent à Cœur Hadidja, donc la maison des enfants, et à faire tourner, à payer les gens qui travaillent là-bas. Donc c'est encore. Donc moi je suis, quand j'y vais, je n'ai pas de chambre par exemple, quoi. S'il y a un locataire, je bouge. C'est un endroit, c'est une maison ouverte, quoi. Quand vous y allez en famille ou c'est vous y allez parce que c'est votre boulot? J'y vais pour le boulot, mais très souvent en famille. Parce que ma fille adore, mon compagnon aussi, qui a fait beaucoup de films en Afrique, adore. Donc on y va beaucoup en famille. Moi, je travaille. Elle me suit souvent dans les ateliers, tout ça. Et mon fils, ça l'intéresse un petit peu moins. Quel est le dernier objet déco que vous ayez acheté? Un panier à pain vintage magnifique, tressé en Scooby-Doo. Voilà, c'est le dernier objet que j'ai acheté. Et quel est votre prochain, celui dont vous rêvez? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous rêvez en déco? Dont je rêve en déco, je réfléchis. Ah oui, les chaises tressées Drucker. Les chaises de bistrot. J'adore les chaises de bistrot colorées. Ça, ce serait mon rêve, d'avoir toute ma table avec 8 chaises comme ça. Je serais très contente. Ça coûte très cher, mais c'est très beau. En fait, moi, je suis fascinée par tout ce qui est artisanal. C'est ça que j'aime. Et c'est fabriqué en France, c'est encore complètement artisanal. Après, pareil, il y a des copies faites en Chine, etc. Mais ça n'a pas du tout le même cachet. Et même que ce soit en France, au Sénégal, partout, moi, l'artisanat, je trouve ça fascinant de me dire que dans un monde comme le nôtre, où aujourd'hui, tout est industrialisé, etc., il y a encore des artisans. Je suis très admirative des artisans du monde entier, parce qu'il y en a en Chine merveilleux. Et je dis que tout ce qui est fait en Chine n'est pas... il y a plein de choses merveilleuses. Après, c'est les usines et tout ça. Mais sinon, oui, l'artisanat. C'est vrai que tout va plus vite. À la fois, c'est de plus en plus industrialisé. Et en même temps, il y a un grand retour de l'artisanat. Quel est votre regard là-dessus? Je suis tellement contente parce que moi, je pense que c'est vraiment notre avenir. C'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de choses qui vont très vite et que, justement, on revienne à ça. Là, je connais la fille d'une amie qui est tapissière, qui a changé de trajectoire, en fait, et qui est devenue tapissière. Pour moi, je lui dis, mais j'admire ça tellement plus que quelqu'un qui ferait de la finance parce que c'est extraordinaire. Je me dis, tiens, en 2021, on choisit d'être tapissière et de tout faire avec ses mains à Paris. Je me dis, mais waouh, j'ai une admiration, je trouve ça génial. Et je me dis, plus il y aura de gens qui prendront cette voie, meilleur sera le monde, mieux on consommera. Parce que mieux consommer, c'est super important. Consommer éthique. Évidemment que un fauteuil fait, je citerai pas de nom, mais fait dans des usines en Chine, à la chaîne, avec des gens tellement mal payés, et fait par une artisane à Paris, ça n'a pas le même prix, mais ça n'a tellement pas le même cachet. Voilà, quoi. Et tous ces métiers, moi, je suis tellement triste de
dans les petites villes de France, quand on se promène, et même à Paris, de tous ces magasins qui ont fermé les uns après les autres, que ce soit des petites drogueries, des magasins de laine, de tricot, des tapissiers, de tout ça. Il y en a eu des milliers et des milliers, et je trouve ça terrible. Je trouve, et par contre, des chaînes qui ouvrent, des Zara, des tout ça, de plus en plus, partout, et j'espère que ça va changer. J'espère que peut-être aussi le Covid va nous faire revenir vers l'essentiel, quoi. Ce qu'il y a, c'est que le nerf de la guerre, c'est le prix, et souvent, vous le disiez. Bien sûr. Et alors, comment on peut trouver un compromis ? Alors ça, je comprends tellement, parce que moi, parfois, j'ai des gens qui me disent « J'adore vos coussins, mais ils sont très chers. » Et j'ai envie de leur dire « Mais si je pouvais, je vous les donnerais, j'en offrirais, parce que je comprends très bien. » Après, nous, on a pris le parti de travailler, comme je vous disais, avec des tissus chers, des fils chers, et de bien payer les gens dans un pays lointain, ce qui fait que ça a un prix, ça a un coût. Et que j'adorerais essayer de sortir une deuxième gamme qui serait... donc ça, j'aimerais bien y travailler. Je ne sais pas si c'est possible. Mais après, moi, je dis souvent à des gens, oui, mais le prix, je dis, oui, mais peut-être qu'on peut acheter moins, mais mieux. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais je vais avoir plus envie de m'acheter... Après, je comprends tellement que quelqu'un qui gagne 1 200 € par mois, un coussin à 79 ou 80 €, ce soit... donc, je me dis, nous, je leur dis, mais on fait des soldes 2 fois par an. Faut absolument essayer à ce moment-là, c'est à la bourse de tout le monde. Et donc, du coup, c'est un moment où je suis contente, parce que justement, je vois des étudiants ou des gens... Mais oui, hélas, ça a un prix. C'est comme le bio. Moi, je rêverais de n'acheter que bio et de manger que bio, mais oui, ça a un prix. Que pour l'instant, j'ai du mal, moi, à pouvoir le faire. Mais plein de gens me disent que c'est possible. Alors après, je sais pas, peut-être qu'il faut que... je sais pas. Je sais pas comment on pourrait faire pour mieux consommer, parce que bien sûr que ça coûte plus cher. Le Made in France, pour moi, les beaux tissus, pour nous, les légumes cultivés près de chez nous... je sais pas, peut-être une question de pouvoir d'achat, je sais pas, qu'on nous baisse nos taxes, je sais pas. Ça, c'est une question politique, je sais pas. Non, mais c'est une question qui est pas facile. Qui est pas facile, parce qu'en fait, souvent, travailler avec des belles matières premières, hélas, ça a vraiment un coût. Mais après, moi, quand je travaille avec du Liberty, où on est à presque 30 € le mètre, donc évidemment, répercuté sur le prix d'un coussin, c'est déjà... extrêmement cher, juste le tissu. On est sur des tissus qui sont faits en Angleterre, dans des qualités... oui, c'est quelque chose qui peut durer toute une vie et plus. Est-ce que, si c'était moins cher, c'est des usines entières qui fermeraient en Angleterre, c'est tout un savoir-faire qui disparaîtrait, et oui, il faut un équilibre entre... je sais pas, ça c'est une question très compliquée, la question de... C'est une question éthique aussi. Après, moi, je jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui n'a absolument pas les moyens et qui va acheter un coussin fait Monoprix. Je comprends très, très, très bien, quoi. C'est normal, quoi. Il y a un moment où on a tous envie d'avoir des choses jolies et on a plus ou moins les moyens. Eh ben, merci beaucoup, Ondine. Merci de rien. Infiniment. Merci. De rien. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.